Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, vous commencez à connaître le rituel. Je vous présente quelqu'un que vous ne connaissez pas encore assez. Je suis particulièrement heureux de vous le présenter. Nous allons parler de ce qui fut un grand géant endormi. Que n'a-t-on pas dit sur la phrase dite de Napoléon et reprise par Alain Perfit: quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Je veux vous présenter aujourd'hui Jérôme Ravenet. Jérôme, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Alors, tu es un de nos auteurs, tu as écrit sous nos presses Souveraineté à la chinoise, qui entre avec le Mengzi dans cette grande collection que nous commençons sur l'Empire du Milieu. Et je veux dire que moi, ça m'a séduit tout de suite, parce que le fait d'associer la philosophie classique française de la souveraineté et la pensée chinoise, c'est... je te remercie énormément de la confiance que tu nous as fait de publier cette œuvre, parce qu'il s'agit vraiment d'une œuvre, mais toi, si tu veux, une large part de tes objets d'étude sont vraiment centrés sur la Chine. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement un amour lointain pour la Chine, si tu veux. C'est une civilisation que tu connais, c'est une langue que tu as enseignée. Tu as écrit sur la philosophie de la pensée chinoise, et tu as même travaillé, et tu travailles encore certainement, en tout cas tu vas nous le dire, sur la médecine chinoise. Donc, si tu veux, alors, la France, c'est un pays dans lequel il y a ce qu'on appelle des fous d'Inde, des fous de Chine, des fous d'Asie, des fous d'Afrique, des fous d'Amérique latine. Alors, comment cette folie t'a-t-elle pris ? Depuis mon enfance, la Chine me passionne. Alors, j'y suis venu en fait par les arts martiaux, et plus tard, au tournant de l'adolescence, c'est la philosophie qui a pris le relais. La philosophie et les arts martiaux, par lesquels je suis finalement allé en Chine, hein. J'ai bien fini par y aller. On était dans les années 80, hein, à une époque où, au fin fond du sud-ouest, d'où je viens, on ne trouvait pas beaucoup de Chinois. Mais j'ai rencontré notamment un maître dans le domaine des arts martiaux qui m'a conduit jusqu'au championnat du monde en 2006. De quel art, si ce n'est pas d'autre ? Alors, dans ce qu'on appelle le kung-fu, d'une manière générale, je suis spécialiste d'un style traditionnel qui s'appelle le Baguazhang, la boxe des 8 trigrammes. C'est dans cette spécialité-là, dans ce style particulier, que j'ai eu la chance de recevoir l'enseignement d'un maître qui s'appelle Liu Jingru et qui est un trésor national en Chine. Voilà. Alors, ça m'a amené à réfléchir sur les rapports du corps et de l'esprit, et ça a été l'objet de ma première thèse de doctorat à la fin des années 90, avec quelqu'un que tu connais peut-être, François Julien, professeur à Paris 7. Voilà, qui ne connaît pas François Julien. J'ai fait une première thèse avec lui, et mettant le pied dans les questions d'anthropologie du corps, je me suis inscrit à une formation de médecine chinoise, ce qui m'a amené à approfondir, à finir par aller faire des stages en hôpitaux, et puis finalement à passer mes examens d'État à l'université d'État de Shanghai en médecine traditionnelle chinoise. Donc, j'ai effectivement, je dirais, les 2 pieds dans la Chine, à travers ces enseignements traditionnels et universitaires, traditionnels des arts martiaux, enseignements universitaires aussi de la médecine chinoise. Et puis, après ma thèse, bien que n'ayant pas eu de poste en chinois ou dans cette spécialité, il y avait besoin d'un professeur de chinois pour la langue chinoise à Sciences Po Ex, et j'y ai passé une vingtaine d'années, tout en enseignant la philosophie à côté, bien sûr, aussi. Mais j'ai effectivement donc enseigné le chinois à Sciences Po Ex jusqu'en 2018 ou 2019, juste avant le Covid. Non, j'ai démissionné juste après le confinement. Voilà. Et à ce moment-là, 2018-2019, je cherche à approfondir mes connaissances sur la
pensée politique chinoise. Et là, je fais une deuxième thèse avec Emmanuel Renaud à Paris 10, à Nanterre. Une thèse que j'ai soutenue en janvier 2022. Et dont une partie des travaux se retrouve dans le livre qui est là. Alors voilà, on peut même dire que Souveraineté à la chinoise, c'est la présentation, une espèce de digest pour un public intéressé qui présente les aspects importants, mais sans surcharge de notes bibliographiques. C'est une présentation simplifiée de mon travail de thèse, oui. Donc, et donc dans ce travail, donc Souveraineté à la chinoise, tu nous parles d'une vision du monde extrêmement articulée, mais en même temps beaucoup moins exotique que ce qu'on pourrait attendre, parce qu'il y a des emprunts de la Chine à certaines traditions, et particulièrement à la nôtre. Tu vois, c'est ça qui va certainement surprendre une partie des lecteurs, si tu veux, c'est que finalement, de Xi Jinping à Jean Bodin, il y a quelques pas, mais on met des pas qui peuvent se faire. Comment as-tu découvert ça? Qu'est-ce que tu as tiré justement de ce rapport que la Chine a avec une certaine pensée occidentale, mettons, mais surtout française de la souveraineté? Alors, je suis allé lire les penseurs chinois. Je suis allé lire ce qu'écrivait ou ce que disait, écouter aussi ce que disait dans une certaine mesure le personnel politique chinois au sommet de l'État. Et c'est en compulsant les bibliographies, en regardant les parcours individuels des uns et des autres, notamment leurs parcours universitaires, que j'ai vu que certains étaient francophones, francophiles, jusqu'au sommet de l'État. Wang Huning, par exemple, très proche ami de Xi Jinping, qui a été d'abord numéro 5 du parti en 2017, puis qui est maintenant numéro 4 du parti, qu'on peut considérer comme la plume de Xi Jinping. Enfin, je pense que Xi Jinping écrit ses discours, mais il y a un travail d'écriture collectif. Hein. Quand on parle de la doctrine Xi, c'est une doctrine collective. Xi Jinping, c'est un auteur collectif. Voilà. Et il y a énormément de travaux qu'on peut d'ailleurs consulter sur une plateforme en Chine qui s'appelle aissiang.com. Ça veut dire aimer la pensée.com. On se rend compte qu'il y a en Chine des centaines d'intellectuels qui partagent en économie, en histoire, en philosophie, etc., toutes leurs connaissances et leurs réflexions, parfois critiques, sur la politique en cours. Voilà. Et donc on peut voir d'où ils s'inspirent. Et les sources d'inspiration sont nombreuses. Et parmi ces sources, j'étais très étonné de découvrir que, notamment chez Wang Huning, il y avait des sources françaises, puisque Wang Huning a fait à la fin des années 70, début des années 80, un travail sur Maritain et Jean Bodin. Oui, voilà, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, oui, parce qu'on va trouver beaucoup de sources françaises dans les réflexions des penseurs chinois. Tu vois, et puis, alors moi, ça fait partie de ce qui m'a passionné dans ton travail. On n'imaginerait pas, disons, cette porosité, cet échange souterrain. Pour toi, on va entrer dans le vif du sujet, et je prends la perche que tu m'as tendue, c'est-à-dire, enfin, volontairement ou involontairement, à partir de Xi Jinping. Nous, on va être très clair, il n'y a plus, ou alors il faut vraiment le trouver, de chef d'État avec une pensée écrite, formulée, articulée, dans ce que les Russes appellent par exemple l'Occident collectif. Ça n'existe plus. À la fois parce que le type d'homme de pensée est passé,
C'est pas dire du mal de Donald Trump que Donald Trump, il a écrit un ouvrage qui est Art of the Deal, qui est un ouvrage de management, en fait. De management intelligent, mais de management. C'est-à-dire la manière de faire une négociation commerciale. Bon. Et des chefs d'État occidentaux en poste, c'est peut-être lui qui a écrit l'ouvrage le plus profond, mais qui n'est qu'un ouvrage de négociation commerciale. Ou alors on prend... méthode, mais à partir de là, il improvise beaucoup. Il improvise beaucoup quand même, ouais. Or, sinon, on prend Révolution d'Emmanuel Macron pour un manifeste philosophique. Bon, Paul Ricoeur est malheureusement plus là pour contresigner, mais c'est pas grave, on le croit sur parole, de toute façon. D'ailleurs, on ne peut faire que ça. Mais quand tu dis il y a une pensée de Xi Jinping, tu vois, pour nous déjà, il y a une étrangeté, c'est que c'est atroce, mais je pense qu'une partie des spectateurs sera d'accord. C'est-à-dire, vu d'Occident, les politiques ne pensent plus. Alors, question, est-ce qu'il y a une vraie pensée pour toi de Xi Jinping, de lui, autour de lui? Et quand tu dis que c'est un auteur collectif, qu'est-ce que tu entends exactement par là? Alors, il y a une pensée, si elle est reconnue en Chine, elle est même mise désormais par les congrès du parti au même niveau que la pensée de Mao, hein. Donc, elle est constitutionnalisée, cette pensée. Et alors, qu'est-ce que j'ai essayé de montrer? J'ai essayé dans ma thèse, j'ai essayé de montrer quels sont les axiomes. Au fond, c'est un système qu'on peut comparer à une axiomatique. En mathématiques, il y a un certain nombre de principes d'où vont se décliner un certain nombre de théorèmes, de conséquences et de décisions sur le plan pratique. Donc, c'est une mécanique extrêmement construite. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Alors, bien sûr, ça se fonde sur une certaine interprétation du marxisme et même, on pourra en reparler, du confucianisme aussi, qui fait son retour. Interprétation qui reste discutable, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, puisque de toute façon, le marxisme n'est pas une doctrine consolidée sur laquelle tout le monde serait d'accord, non. La Chine en propose une version, c'est un marxisme-léninisme sinisé par Mao et mis au goût du jour par Xi Jinping. Donc il y a toute une série de couches d'interprétation qui font que c'est très particulier, c'est discutable, on peut ne pas être d'accord, mais c'est en tout cas extrêmement construit. Et on est bien obligé de constater que, en dépit des tempêtes passagères, je pense notamment à la crise du grand bond en avant, eh bien, globalement, de décennie en décennie, ça fonctionne. C'est-à-dire que la Chine a réellement fait son retour comme première puissance, ou parmi, en tout cas, les premières puissances du monde, comme l'avait prévu en 1964, lors du discours qu'il a fait pour reconnaître la Chine, le général de Gaulle. Ouais. C'est vrai, il est même allé très loin. Tu vois, là, nous avons des sources écrites. Tu vois, lors du De Gaulle en son siècle, c'est le grand album que l'Institut Charles de Gaulle a fait en 1990, vu que le général était de 1890. Deux hommes, qui ont fait en sorte d'ailleurs de ne pas passer trop de temps ensemble, ont insisté pour y être. Henry Kissinger et Richard Nixon. Henry Kissinger les deux hommes se sont assez consciemment évités, ce qui ne garde pas que des souvenirs impérissables l'un de l'autre. Kissinger fait sa communication, et celle de Nixon est passionnante. Celle de Nixon dit quoi? Dit, c'est De Gaulle qui m'a fait reconnaître la Chine. Et il raconte un épisode très particulier. Nixon est à Paris, il vient d'être écrasé par Kennedy. C'était le fameux débat, Nixon n'était pas habitué à la télévision, il transpire, etc. Kennedy le plie. Il va à Paris, alors en plus, Nixon, c'est de notoriété publique, avait pouvait trouver la bouteille caressante quand il se sentait seul. Et De Gaulle l'invite à déjeuner.
Et De Gaulle fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire que le général te dit ce qu'il a à te dire, et ensuite il devient un parfait hôte en grande maison. C'est-à-dire c'est lui qui te sert, etc. Mais d'abord il te dit ce qu'il a à te dire. Tu vois, c'est militaire, tu vois, c'est de quoi s'agit-il de Foch, tu vois. Et il parle à un Nixon qui est lessivé, qui veut tout abandonner. Il lui dit, quand vous serez président, il faudra reconnaître la Chine, sinon elle vous y forcera. Nixon relève la tête de son assiette. Lui ne pensait, quand il entend quand vous serez président, il n'y croit pas 20 secondes. Et en réalité, c'est le témoignage de Nixon ce jour-là. Il dit, en réalité, ce coup qu'on pense être un coup de génie de Nixon pour diviser le camp soviétique, enfin le camp des communistes. En réalité, lors des négociations, on se rend compte que Zhou Enlai va plier Kissinger, c'est-à-dire que finalement, la Chine va beaucoup plus obtenir que ce qu'elle va lâcher dans les négociations avec les Américains. Mais en réalité, Nixon a fait le voyage depuis Paris, enfin pour Paris, pour dire au fait, ce coup de génie que vous me prêtez n'est même pas le mien. Donc il va aller très loin dans la reconnaissance de la Chine. Peut-être l'as-tu vu, mais tu as des petits malins aujourd'hui, d'agents anti-chinois proclamés, autoproclamés, qui disent même qui écrivent et qui veulent entendre que c'était même peut-être un agent du PCC. Le pauvre général de Gaulle aura tout été. Mais il avait prévu qu'il fallait une politique de reconnaissance vis-à-vis de la Chine, sinon la Chine, dans sa puissance, allait nous forcer à la reconnaître de toute façon. Alors, tu vois, pour justement, si nous revenons sur cette pensée-ci, pourquoi sa pensée a-t-elle été constitutionnalisée, pas celle de Deng, par exemple? La pensée de Deng Xiaoping est très importante pour Xi Jinping. Il lui rend hommage, il essaie de lisser les continuités historiques, en dépit du fait que à l'intérieur du parti communiste, il y a des tendances différentes. Il y a le clan de Tsinghua, des libéraux, de ceux qui, après Deng Xiaoping et jusqu'à Hu Jintao, ont suivi plutôt une voie de libéralisation de la Chine. Et il y a le camp de la nouvelle armée du Zhejiang, donc les anciens jeunes instruits de la révolution culturelle, c'est-à-dire ceux qui ont été plutôt les victimes des gardes rouges, pas des gardes rouges, mais les victimes des gardes rouges, dont Xi Jinping fait partie. Et ceux-là, aujourd'hui, font un virage à gauche. Enfin, aujourd'hui, depuis 2012-2013, depuis que Xi Jinping est revenu au pouvoir. Donc il y a ces tensions à l'intérieur du parti, il y a donc des contradictions à l'intérieur du parti, des contradictions assez fortes. Deng Xiaoping a libéralisé la Chine. On a voulu croire que c'était la fin du socialisme à la chinoise et que c'était le moment de faire définitivement basculer la Chine dans le camp des démocraties au sens occidental du terme, des démocraties libérales, des démocraties représentatives. Ça n'a pas été le cas, finalement. Donc on a fait un retour à gauche. Les constitutionnalistes ont été réprimés en 2012-2013, quand Xi Jinping reprend le pouvoir. Et là, c'est coup de volant à gauche. Voilà. Alors justement, on va aller plus loin dans le jeu. Parce que là, si tu veux, tu as des gens qui doivent te regarder avec des ronds de flanc derrière leur écran. Quand tu entends les termes déjà parce que sur le terme de démocratie, je renvoie à ta conférence chez nous qui présente ton livre si tu veux, pour éviter de ressasser. Mais quand tu vois les termes de droite et de gauche, qui sont déjà problématiques déjà dans la pensée française, comment les acclimates-tu à la pensée politique chinoise actuelle, mais surtout, comment les acclimates-tu dans ce contexte très particulier que malheureusement tu vas devoir préciser, qui est celui du PCC? Parce que si tu veux, on va être très simple, n'importe qui a été élevé dans les médias occidentaux d'un point de vue général et français en particulier, le PCC c'est très simple, c'est la gauche, voire l'extrême gauche. Non mais surtout c'est le mal.
Et c'est C'est Dieu, c'est le mal, c'est une élite prévaricatrice qui se sert et qui fout rien. Bon, enfin, on dirait une sorte de grand parlement européen, si vous voulez. Mais déjà, le fait qu'il y ait plusieurs tendances à l'intérieur, tu vois, nous, on est habitués à ce que Michel Onfray appelle très intelligemment le PMU, le Parti maastrichtien unifié. Or, si tu veux, est-ce que tu peux revenir sur ce côté plus divisé qu'il en a l'air du PCC, sur la notion de tendance et sur les notions de droite-gauche vis-à-vis de la Chine telles que tu les entends? Oui, depuis 1949, depuis que Mao a pris le pouvoir, bon, la Chine est un pays socialiste. Néanmoins, il y a à l'intérieur du Parti communiste des dérives droitières. C'est ainsi que parlait déjà Mao. Mao lui-même parle de dérives droitières et il a cru bon d'ailleurs de faire une révolution culturelle pour retirer vers la gauche. Alors ce qu'on appelle dérive droitière, c'est une tentation de flatter la bourgeoisie, de flatter les forces capitalistes du pays au risque d'être corrompues par ces forces bourgeoises ou capitalistes en retour. Voilà le risque. La Chine a pris cette tendance libérale qu'on peut qualifier de droitière avec Deng Xiaoping. La Chine s'est libéralisée afin de bénéficier au maximum du dynamisme qu'apporte à la société chinoise la libération des forces productives capitalistes. Au risque, et c'est bien avec ce feu-là qu'elle a joué, au risque d'imploser du fait de la corruption notamment. Et il a fallu y mettre un terme. Le parti a senti que le niveau de corruption, à la fin des années 90 et dans les années 2000, 2010, avait atteint des niveaux qui mettaient la Chine socialiste en danger. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi de, comme je le disais tout à l'heure, de donner un coup de volant à gauche. Ça ne signifie pas qu'il s'agisse de réprimer les capitalistes, mais de les tenir en bride. Voilà. Le socialisme à la chinoise, c'est un dirigisme autoritaire, si on veut. Totalitaire est excessif, mais il est vrai qu'il y a une véritable... Oui, totalitaire est tout simplement... excessif, oui. C'est par contre un régime autoritaire au sens où il s'agit de faire en sorte que les forces productives, la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie, le grand capital industriel, transnational, financier, restent au service d'un projet qui veut, insiste Xi Jinping, qui veut servir les intérêts fondamentaux du peuple. Il s'agit de satisfaire les intérêts fondamentaux du peuple. Donc il faut que les indicateurs soient bons. Réduction de la pauvreté, et la Chine est je ne sais pas si elle est toujours, mais elle a été ces dernières années le principal contributeur à la réduction de la pauvreté dans le monde. Augmentation du PIB par parité de pouvoir d'achat, augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, niveau d'éducation, garçon-fille, le niveau des brevets, je crois qu'il est passé devant les États-Unis depuis 2020-21. Voilà, il faut que tous ces indicateurs soient au vert pour que le parti puisse assurer qu'il fait le job, qu'il remplit sa part du contrat. Il y a une autorité, elle est forte, on peut s'en plaindre, et certains s'en plaignent, mais il s'agit d'un contrat que le parti prétend honorer en satisfaisant les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple, et non pas les intérêts fondamentaux de la grande bourgeoisie. C'était l'accord, comment dire, des libertés lentes pour une prospérité qu'avait passé Deng avec le peuple chinois lors de la modernisation.
Oui. C'est toujours cet accord-là qui est en vigueur. Oui, 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 oui. Accord implicite, mais accord tout de même. Oui. Et que le peuple chinois a tenu. Mm. Parce que il n'a pas été si revendicatif que ça pour ne pas que la Chine se bloque ou implose en échange de la modernisation économique. C'est-à-dire que le contraire remplit si la grande bourgeoisie s'enrichit, ok, mais le peuple doit voir aussi ses conditions de vie s'améliorer. Hein. Et on a vu qu'effectivement, en 2020, en septembre 2020, la Chine a pu déclarer officiellement qu'elle avait complètement éradiqué l'extrême pauvreté. Et elle a atteint son objectif avec environ 1 an d'avance, puisque cet objectif de l'éradication de l'extrême pauvreté, la réalisation du premier objectif de la société de moyenne aisance, cet objectif a été atteint avec 1 an d'avance. Voilà, donc tant que le parti remplit son contrat, il a beau être autoritaire, hein, ce qu'il est, ça tient, ça fonctionne. Mais ce que tu dis me rappelle les phrases du politologue chinois Eric Li, qui est l'une des voix du parti dans la presse américaine, qui m'avait beaucoup marqué parce que il avait posé en plein Financial Times. Donc bon, t'es même pas dans le temple de l'Amérique, t'es dans le temple de l'oligarchie financière démocrate. Bon, tu veux, t'es même pas dans l'oligarchie, t'es dans l'oligarchie qui est au-dessus de l'oligarchie, enfin, t'es au sommet de l'oligarchie quasiment. Et il leur dit, vous savez, nous sommes une économie de marché, vous êtes un régime capitaliste. Financial Times dit, attendez, déjà, quelle différence vous y faites? Et deuxièmement, en quoi nous serions capitalistes et vous une économie de marché? Et Eric Lee a cette démonstration qui, je pense, est éclairante. Il dit, nous, l'homme le plus riche de Chine, obéit à la Chine. Vous, les hommes les plus riches, vous leur obéissez. La différence est là. Oui. Et je pense que c'est important c'est un point qui peut enfin, quel est ton point de vue là-dessus? Mais je pense que c'est un point important pour faire comprendre ce qu'est la Chine aujourd'hui. Tout à fait, et c'est un point important puisque certains universitaires, le débat continue, certains universitaires soutiennent encore la thèse selon laquelle le régime chinois est une espèce de capitalisme d'État. Non, c'est un socialisme de marché. Le dirigisme est très fort. Il s'agit évidemment de contenir les fantaisies de la haute bourgeoisie. Jack Ma en a fait les frais, par exemple, le patron d'Alibaba, lui et d'autres, à travers les procédures extralégales, ils peuvent disparaître jusqu'à ce qu'ils reviennent sur leurs propos. Jack Ma avait critiqué la politique économique du parti. Il a réapparu en faisant amende honorable, quand il a accepté de faire amende honorable. Donc, on peut s'enrichir en Chine, mais chacun doit rester à sa place. C'est c'est la politique qui dirige l'économie et non pas l'économie qui dicte ses règles à la politique. Oui, c'est là où le terme de souveraineté prend tout son sens pour la pensée chinoise. Tout à fait. Parce que en réalité, ce que pour nous, ce qui est très drôle, c'est que nous aussi, nous sommes dans un régime de parti unique, mis à part que nous ne le reconnaissons pas. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que chez nous, le parti unique vit de la division de la société. Or, si je suis tes écrits, si je suis tes propos, le PCC, avec tous les défauts qu'il a, le problème n'est pas là, lui doit faire tenir ensemble une part de la société chinoise. Par la représentativité, on oublie que c'est un très gros parti, le parti communiste chinois. 100 millions de membres. Que à peu près toutes les couches de la société chinoise y sont représentées. Mais surtout qu'il doit faire tenir ensemble un pays
d'1,4 milliard, avec des taux d'inégalité qui peuvent mettre en danger la concorde publique et à terme l'entente civique, voire la paix publique. Donc on ne se rend pas compte que, quoi qu'on en pense, le Parti communiste chinois a aussi une charge politique que nos partis politiques à nous n'ont pas. Nos partis politiques ne doivent pas faire tenir une société qui demande à éclater. Ils poussent une société vers l'éclatement. C'est pas tout à fait la même logique. Mais pour toi, sans aller trop loin, parce que tu as fait toute une intervention au cercle là-dessus, on voit qu'est-ce que la Chine entend par souveraineté, mais il y a deux autres termes que je voudrais avoir, où je voudrais avoir ton avis. Est-ce que les Chinois les prennent en compte? Est-ce que ce sont des termes importants pour eux? Est-ce qu'ils articulent leur pensée par rapport à ça? C'est la notion de démocratie et c'est la notion de puissance. Comment les Chinois l'appréhendent? Souveraineté, c'est un terme absolument fondamental. Le peuple est maître chez lui. Souveraineté d'abord par rapport aux puissances de l'oligarchie, au niveau des relations internationales, dans ses relations avec les autres pays. La Chine tient absolument à affirmer sa souveraineté. Elle désapprouve tous les commentaires qu'on fait sur sa politique intérieure, elle-même s'abstenant de commenter, par exemple, la manière dont nous traitons l'affaire, le dossier Corse, où la Chine ne commente pas nos affaires intérieures. Non-ingérence, c'est vraiment un terme important aussi pour les Chinois. Les Chinois ne veulent pas qu'on s'ingère dans leurs affaires, ne s'ingèrent pas dans les affaires des autres, et c'est d'abord cela pour la souveraineté sur le plan des relations internationales en géopolitique. Ensuite, sur le plan intérieur, c'est la souveraineté du peuple. Tout le pouvoir appartient au peuple, dit la Constitution, au peuple, c'est-à-dire aux ouvriers, aux paysans, à la petite bourgeoisie et à la grande bourgeoisie, à tout le monde ensemble, et pas seulement à l'une ou l'autre des parties. Donc il y a des contradictions, il s'agit effectivement de faire tenir ensemble ces contradictions. Les contradictions ne sont pas nécessairement un problème tant qu'elles ne tournent pas aux antagonismes. Et tout l'art de la politique, c'est un art dialectique de la contradiction. Il s'agit d'harmoniser les contradictions, le yin et le yang, pour reprendre une métaphore que tout le monde comprendra. Il s'agit d'équilibrer, de faire jouer ensemble les contradictions qui peuvent avoir un effet tout à fait positif et dynamique sur la société. Et c'est tout le travail du parti. Voilà pour la souveraineté. Pour la démocratie, alors là tu as prononcé ce qu'on pourrait appeler un gros mot, puisqu'il est hors de question pour nos intellectuels et nos politistes occidentaux de parler de démocratie socialiste en Chine, et néanmoins, comme je l'ai développé dans cette conférence que j'ai fait pour le Cercle Aristote, le tome 2 de la gouvernance de la Chine, chapitre 8, démocratie socialiste. Les Chinois affirment vivre en démocratie, et non pas seulement depuis Xi Jinping, mais depuis Mao, et même, au fond, depuis Sun Yat-sen. Alors, sous Sun Yat-sen, c'était évidemment pas une démocratie socialiste, mais on parle de démocratie depuis 1912 en Chine. Depuis la chute de 1911, la dernière dynastie, il y a eu un mouvement du 4 mai 1919 en Chine dont le slogan était « Science et démocratie ». Il s'agissait de s'occidentaliser en intégrant la science et la démocratie. Ces concepts ont fait leur chemin, et aujourd'hui, depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, le concept de démocratie est toujours vivant. Mais évidemment, et là je renvoie à la conférence que j'ai faite, il ne s'agit pas d'une démocratie au sens où nous l'entendons, fondée sur le régime représentatif. Il s'agit d'une démocratie consultative. On parle de démocratie consultative, on parle de démocratie à la chinoise, elle a ses caractéristiques propres, mais le concept de démocratie est évidemment très important. Il est très important non seulement en politique interne, mais aussi pour comprendre le principe sur lequel la Chine veut impulser
la, la réflexion d'une nouvelle gouvernance mondiale. Hein. Jusqu'ici, la mondialisation dominée par l'hyperpuissance américaine, des institutions internationales très influencées par l'oligarchie financière, qui n'est pas qu'américaine, mais enfin qui est, disons, transnationale. Cette mondialisation ne convient pas à la Chine, elle ne convient pas aux BRICS, et il s'agit d'aller vers une gouvernance mondiale plus démocratique. Plus démocratique dans quel sens? Pas au sens où il y aurait un gouvernement mondial avec des élites élues, représentatives, non. Démocratique au sens où il s'agit d'entendre la voix de tous, y compris et surtout des plus petits. Hein. C'était le sens de la conférence de Bandung des pays non alignés, déjà dans les années 50. C'était le sens du G77 qui s'est formé à l'ONU dans les années 60. Et c'est le sens des BRICS, dans lesquels, effectivement, la Chine joue un rôle influent, mais pas un rôle de leader au sens où elle voudrait prendre le leadership et le contrôle de la mondialisation, comme les États-Unis l'ont fait au XXe siècle et au début du XXIe. Elle veut, les BRICS veulent pouvoir négocier d'égal à égal. Évidemment, plus ou moins, il y aura des pays plus forts et des pays plus faibles, mais faire des partenariats. C'est ce concept d'accord gagnant-gagnant, Shuangyin en chinois, le concept de communauté de destin pour l'humanité, en chinois, le concept de communauté de destin pour l'humanité. C'est sur la base de ces concepts-là que la Chine veut repenser, ou propose de repenser, mais elle n'est pas toute seule, la mondialisation. Pour un monde multipolaire, comme on le dit souvent, et justement, où la voix des plus petits peut être entendue. Penses-tu qu'il y a que la Chine ait des projets pour la multipolarité, c'est certain. Mais ne penses-tu pas qu'il est possible, y compris au sein des BRICS, moi je le vois arriver gros comme une maison pour parler l'élite indienne, et je pense que ça travaille une partie de l'élite chinoise. Moi je l'ai vu au Cambodge par exemple, qu'il y a aussi une tentation de l'impérialisme chinois vis-à-vis de pays tiers. Impérialisme, je vois pas pourquoi. En tout cas, un impérialisme militaire, Alors, il y a une volonté de faire du commerce. Les nouvelles routes de la soie servent à ça. La Chine, le renouveau chinois, cette renaissance, hein, puisqu'on parle de renaissance actuellement, le grand renouveau de la nation chinoise. Ce grand renouveau, c'est une renaissance, la renaissance de la dynastie Song, qui elle-même était la renaissance de la dynastie Han. Le modèle, c'est celui d'un empire commerçant, hein, pas d'un empire militaire. La dynastie Song qui sert aujourd'hui de modèle, c'est pas la dynastie Tang. Hein. Ça, c'est très important de le souligner. C'est-à-dire que le modèle, c'est la prospérité. Oui. Donc, s'il y a des difficultés internes, les nouvelles routes de la soie peuvent éventuellement servir à écouler les surplus. Oui, ok, pourquoi pas, la Chine a des difficultés économiques et elle cherche les moyens de la résoudre. Elle travaille à ses intérêts, c'est ça la souveraineté. Oui, je suis d'accord avec toi, mais elle ne le fait pas par le moyen de contraintes militaires. Elle ne dispose pas, elle n'a pas 750 bases militaires comme une autre puissance à laquelle je pense, pour faire valoir ses intérêts de par le monde. Elle négocie. Alors, ces contrats peuvent parfois, c'est des contrats politiques, diplomatiques, commerciaux, qui peuvent parfois tourner au désavantage de tel ou tel partenaire, mais comme ça arrive à tous les commerçants dans n'importe quel business, donc chacun doit évidemment veiller à la défense de ses propres intérêts, bien sûr. Il ne faut pas être naïf et croire que les Chinois vont défendre les intérêts des autres. Hein, ils défendent leurs intérêts et invitent chacun à défendre ses intérêts. Voilà, au mieux, et dans un esprit de dialogue et de coopération. Je ne vois pas pourquoi ça permettrait de parler d'impérialisme.
Si tu veux, les grands impérialismes historiques ont commencé par des empires de la fluidité et des empires commerçants. Impérialisme anglais. Tu vois, et c'est quand tu ne conquiers pas par le libre-échange, et d'ailleurs la Chine l'a vécu. C'est quoi les traités inégaux? Oui. La Chine a eu l'intelligence de résister à la tentation du libre-échange avec des puissances technologiquement plus fortes. Le libre-échange, c'est très simple. C'est un arrimage économique. En réalité, tu maîtrises quelqu'un comme tu le ferais dans une clé, comme une clé de bras. En réalité, tu le soumets de manière économique. Ce qui t'évite, parce que le problème d'envoyer la canonnière, c'est que la canonnière, ça t'oblige à occuper le territoire, et ça coûte cher, parce que tu dois t'occuper des gens que t'occupes, alors que l'avantage du libre-échange, c'est que tu peux piller à distance. Or, la Chine a eu l'intelligence de ne pas s'y soumettre. Ça t'a donné les traités inégaux, les expéditions militaires, etc. C'est l'aspect militaire de l'impérialisme vient dans un second temps. Tu vois, beaucoup de guerres sont des guerres de libre-échange déguisées. Est-ce que... Alors, peut-être que la Chine va le refuser par tradition. Parce que elle n'a pas de guerre offensive depuis... Et puis la dernière fois qu'elle a fait une vraie guerre, c'est par le Vietnam interposé, enfin c'est face au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, voilà. Si tu veux, d'ailleurs, ça n'a pas super bien tourné pour l'armée chinoise. Mais peut-être que la Chine va le refuser par tradition. Mais il y a souvent des puissances commerçantes, une tentation de un peu de forcer la main à quelqu'un qui à un moment dirait le jeu est trop désavantagé pour moi dans un libre-échange avec toi, je dis stop. Alors, tu as cité le bon exemple qui peut nous permettre de réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance impérialiste? Comme tu l'as dit pour l'Angleterre, quand les Anglais, au début du 19e siècle, essaient de rentrer en Chine et qu'ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire que la Chine leur dit non, ils rentrent en force. Ils envoient leurs canonnières et ce sont les guerres de l'opium. Une puissance impérialiste ne tolère pas qu'on lui dise non. Elle passe en force. Donc, c'est quand nous dirons non à la Chine, ou c'est lorsque nous voyons des pays qui disent non à la Chine que nous voyons que la Chine n'est pas une puissance impérialiste. Quand nous lui disons non, et la France lui dit globalement non, par exemple, est-ce qu'elle nous envoie ses canonnières pour nous écouler ses stocks? Non. Voilà. C'est quand une puissance dit non qu'on peut savoir si la puissance d'en face est impérialiste ou pas. Et là, je crois que l'histoire contemporaine, de toute la fin du XXe siècle et de tout le début du XXe siècle, montre que... alors oui, on trouve une base militaire à Djibouti, une base militaire chinoise à Djibouti, qui sert à... Ça, on ne peut pas leur reprocher ça. Voilà. On ne peut pas leur reprocher ça. Elle ne sert pas d'entrée. C'est comme la base de Sihanoukville. Si tu veux, la base de Sihanoukville, par exemple, donc Sihanoukville au Cambodge, n'a été ouverte que pour une seule raison. C'est que les Occidentaux ont multiplié les bases entourant la Chine dans la stratégie du collier de perles, et que les Chinois ont eu l'intelligence que les Russes, que les Soviétiques n'ont pas eu, et c'était trop tard, puisque le containment, en réalité, c'est une stratégie de containment contre la Chine, et la Chine a mis une rangée de bases derrière les bases, pour briser l'encerclement qu'elle était en train de vivre. Ça, on ne peut pas les critiquer intellectuellement pour ça. Ils ont réagi à ce qui était, sans vouloir les défendre, mais ça s'explique. Moi, je ne tolérerais pas qu'on mette des bases autour de mes territoires d'outre-mer, et s'il le faut, je mettrai des bases derrière les bases. Ça, c'est tout à fait normal qu'un pays qu'on essaye d'enclaver dise « Attendez, défendre son territoire. Je vois le coup se faire, vous allez refermer les portes derrière vous, rira bien qui rira le dernier, manœuvre du jeu de gauche, vous saute par-dessus. » Djibouti, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez nous couper des routes commerciales dont la Chine a impérativement besoin, j'ai
plus, c'est pas une unité combattante. Il faut voir combien d'hommes elle a à Djibouti. Hein. Il s'agit de sécuriser. C'est l'outil de sécurisation. Non, là, si tu veux, ce serait malhonnête. Voilà, là pour le coup, ce serait malhonnête. Tu vois, là pour le coup, ce serait malhonnête de critiquer la Chine là-dessus. N'importe quel État qui en a les moyens, si tu veux, le Burundi va pas le faire, parce que le Burundi n'a pas les moyens. Et c'est dommage d'ailleurs. Mais n'importe quel État à qui tu ferais ce coup-là ferait exactement la même chose. Donc si tu veux, moi, si tu veux, tu vois, par exemple, il y a des affaires, mais je reconnais tout à fait, parce que bon, si tu veux, la question, moi, si tu veux, je ne sers que les intérêts français. Donc, mais si tu veux, j'ai toujours été plus que bienveillant à l'égard de la Chine, à la fois par tempérament, mais aussi parce que j'estime que face à un peuple immense, parce que c'est un peuple immense, voir ce que c'est la civilisation chinoise, je ne vois pas ce que nous avons à perdre à leur tendre la main. Mais par contre, il y a des petits coups de canif dans le contrat, des deux côtés, hein, mais que je peux expliquer dans les deux cas. Je vais te donner l'exemple, les commissariats de diaspora. Bon, je comprends que beaucoup de pays se soient agacés de voir des officiers d'état civil chinois surveiller une partie des diasporas sur leur sol. Je comprends pourquoi le PCC le fait. Mais je pense que le PCC comprend aussi que des pays qui découvrent les commissariats en question s'en agacent. Tu vois ? Après, objectivement, c'est une ingérence légère par rapport à ce que l'Occident tente de faire sur sol chinois. Avec un succès, on va être très clair, assez relatif. Mais voilà, tu vois, c'est... si tu veux, parce que je ne veux pas, si tu veux, qu'en regardant cette vidéo, des gens se disent ils servent la soupe à la Chine. C'est pas le propos. Le propos, c'est d'expliquer que la Chine a ses intérêts, sa vision du monde, qu'il faut la comprendre, qu'il faut la respecter parce que c'est la leur, et qu'il faut nous faire respecter la nôtre, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des confrontations qui font fantasmer beaucoup de gens et qui n'auront pas lieu. Tu vois, c'est le piège de Thucydide, toutes ces conneries. Bon, si tu veux, ça fait 15 ans que l'Occident est sur ce logiciel-là. Mais tu vois, tu comprends l'essence de mon propos. Tu vois, c'est pas de chercher la petite bête, c'est de dire, voilà, si tu veux, il faut comprendre la Chine, mais si tu veux, dans son rayonnement et dans sa puissance, il faut pas, comment dire, tu l'as très bien dit, il faut défendre nos intérêts et pas s'attendre à ce qu'ils défendent les nôtres. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le sens du discours du général de Gaulle. Il ne s'agit pas de reconnaître la Chine, de se soumettre à elle, de reconnaître, comme il dit, le poids de la raison, hein, et de l'évidence, tout en continuant de défendre nos intérêts, mais en reconnaissant que la Chine n'est pas une puissance impérialiste, hein, au sens militaire du terme. Elle veut faire du commerce, elle veut gagner de l'argent, certainement, mais ce n'est pas une... Alors c'est une puissance et ce n'est pas un pouvoir, hein, au sens où je l'entends, c'est-à-dire un pouvoir, une force. Elle n'utilise pas sa force de contraindre ou d'empêcher. Il n'y a pas de moyens militaires au service de cette puissance qui entend bien rayonner à l'international, bien sûr, par les routes de la soie et par toutes ces nouvelles organisations internationales comme l'Organisation de la coopération de Shanghai. Elle ne cherche pas, en tout cas, à forcer les barrières par des moyens militaires. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Voilà. Dans la géopolitique mondiale. Oui, non, mais c'est la Chine, et d'ailleurs, Jimmy Carter, avant de mourir, comme quoi il aura surtout eu de bonnes idées sur la fin, l'a très bien dit.
Alors le problème, c'est qu'il l'a dit à Donald Trump, on ne voit pas pourquoi, parce qu'il aurait pu le dire au camp démocrate et on aurait beaucoup mieux compris, mais il a dit, vous savez, la Chine tire les bénéfices, c'est l'un des derniers, je ne suis même pas sûr qu'il est en état de le prononcer, mais en tout cas il l'a écrit, avant de mourir, il a dit, vous savez, la Chine a les dividendes de ne pas avoir fait la guerre pendant 20 ans. Et elle a produit, elle s'est éduquée, elle a investi dans la science. Je ne me rappelle plus, Stiglitz avait fait le calcul pour la guerre d'Irak, mais c'était 4000 milliards. Enfin, si vous voulez, l'Occident en général et l'Amérique en particulier a fait la guerre pendant 30 ans. Pourquoi ? Bien malin celui qui verra un sens là-dedans. On a dépensé un fric fou, on a perdu des tas de gamins géniaux pour rien. De l'autre côté, on a fait des trous. Rien que la guerre d'Irak, c'est plus d'1 million de civils. Enfin, il faut y s'en régaler. Il y a un complexe militaro-industriel, mais la Chine n'est pas sur cette logique-là. Elle est restée sur une logique du développement endogène. Et justement, si tu veux, dans cette logique chinoise, telle que tu l'as étudiée, parce que là, tu as très bien parlé de la manière dont il se voit. Mais comment voit-il ce que les Russes appellent Occident collectif, ce qui n'est pas nécessairement un compliment dans la bouche des Russes? Mais les Chinois, eux, comment ils nous voient? Ils ont conscience que, tu parlais du piège de Thucydide, ils ont conscience que les relations internationales sont menacées par ce piège de Thucydide et que un certain Occident global diabolise la Chine. Cette fabrique de l'image de la Chine en Occident, c'est un véritable problème, hein, dont la Chine est très consciente et qu'elle contourne patiemment par la construction d'institutions internationales dans lesquelles elle tente de montrer qui elle est. Je pense à l'Organisation de la coopération de Shanghai, tous les accords autour des nouvelles routes de la soie, les partenaires économiques régionaux en toute l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, elle contourne le discours occidental. Les nouvelles routes de la soie, c'est 140 ou 150 pays aujourd'hui. Donc, les 3/4 des pays de l'ONU qui ne voient pas la Chine comme nous la voyons en Europe occidentale, comme nos élites intellectuelles et politiques nous font voir la Chine. Il y a une construction péjorative de l'image, ou la construction d'une image péjorative de la Chine en Occident depuis Montesquieu. Hein. C'est lui qui a forgé le mythe du despotisme oriental dans l'esprit des lois, et c'est un mythe qui a la vie dure. La Chine et oriental chez Montesquieu, il faut le souligner, oriental a le sens d'extrême oriental. Parce que beaucoup de gens pensent que le despotisme oriental, en réalité, c'est tyrannie musulmane, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est beaucoup plus à l'est que Montesquieu voit le despotisme oriental. Mais Donc nous avons une longue tradition de politique et même d'intellectuels, de philosophes qui est compensée quand même, hein, ici ou là. Particulièrement en France. Voltaire, par exemple, était un grand sinophile. Mais c'est pas ce qui domine aujourd'hui. Hein. Non, donc, aujourd'hui, si tu as un phénomène de diabolisation qui est assez parallèle à ce qu'on entend par rapport aux Russes. C'est-à-dire, soit les Chinois sont invincibles, soit ils sont bons à rien. Exactement comme les Russes. C'est-à-dire que soit Sergueï peut porter plus de 2 chaussures parce qu'il a plus de 2 pieds, soit il te balance à la catapulte une machine à laver pourrie. Mais et c'est le même homme. Tu vois, et si tu veux, et ça, c'est un processus, c'est courant dans les processus de diabolisation. On en parlait en off, c'est l'exemple à l'inverse.
Tu vois, quand il parle d'un parti populiste, c'est soit une PME à Montretout, soit l'international noir. Mais entre une mafia de beauf et la Waffen-SS, va falloir faire un choix un jour. Or, tu peux pas être à la fois les deux, tu vois. Tu peux pas courir à dos d'ours avec un hypersonique sur le dos et faire tes armes à partir de machines à laver déconstruites. Tu vois, et la Chine a une diabolisation du même type. C'est-à-dire que soit ils nous menacent partout parce qu'ils sont plus forts que nous, alors qu'en fait, tout simplement, la Chine a des servitudes qui sont les servitudes d'un pays normal, multipliées par un point qui n'est pas que chinois, mais que seule la Chine et l'Inde partagent, c'est d'avoir une population au-dessus d'1 milliard d'habitants. Et ça, si tu veux, ça multiplie toutes les servitudes du développement. Tu vois, mais tout dans la matérialité. Tu vois, tu fais pas des tuyaux d'évacuation d'eau pour une ville de 50 millions de gens comme pour une ville de 5 millions. Tu fais pas les approvisionnements en bouffe. Tu vois, c'était Li Peng qui disait ça. Quand on lui demandait ça fait quoi de se lever le matin et de devoir s'occuper d'1 milliard de gens, il répondait s'en occuper, je sais pas, mais c'est surtout de devoir les nourrir. Tu vois, c'est, si tu veux, ça, c'est un fait qui est vraiment quasi pas unique à la Chine, mais qui n'est que en Chine et en Inde. En Chine et en Inde. Mais sinon, la Chine est un État normal. Et ce qui est drôle, c'est pourquoi nous refusons de nous avouer, parce qu'on fait ça avec la plupart des BRICS. Je mets de côté les Sud-Américains, parce qu'ils vivent pas la même diabolisation, mais on fait ça avec les Iraniens, on fait ça avec la Chine, on fera ça avec l'Inde à un moment ou à un autre, mais on fait ça avec les Russes. On ne veut pas voir ces pays-là comme des pays normaux. C'est-à-dire, grosso modo, que c'est d'ailleurs des pays qui ont à peu près les mêmes problèmes que nous. L'éducation, le vieillissement, le développement, enfin, tout ça. Tu vois, mais si tu veux, grosso modo, c'est pour toi. Ce sera ma dernière question, mais c'est une question un peu ample. Tu vas sortir dans notre revue un article sur certains des piliers de la propagande anti-chinoise. Mais pour toi, Les 5 poisons. les 5 poisons, Jiang Zemin, oui. les 5 gros dossiers. pour toi, est-ce que... Alors déjà, est-ce que ça les intéresserait aussi? Parce que si ça se trouve, ils en ont rien à faire. Mais est-ce que pour toi, il y a une relation de concorde entre eux et nous qui est possible? Point 1. 2, est-elle souhaitable pour les uns comme pour les autres? Point 3. À quelles conditions? Grosse question, parce que nous, en Occident, je ne sais pas qui nous sommes. En tout cas, dans le discours des élites chinoises, nous bénéficions d'un crédit, notamment grâce au général de Gaulle, qui rend un avenir possible. De toute façon, la Chine est demandeuse de partenariats gagnant-gagnant avec tous les pays du monde. C'est ça le principe des nouvelles routes de la soie. Donc il n'y a aucun pays qui fasse exception à cette vaste politique. Cependant, nous, en face, sommes-nous en mesure d'avoir avec la Chine une politique souveraine au service de nos intérêts? Qu'est-ce que c'est que l'Occident? Qu'est-ce que c'est que la France? Et qui est souverain en France pour avoir une politique libre, souveraine avec un pays comme la Chine? C'est très compliqué, c'est très confus. On voit que quand Macron essaie d'aller en Chine, il y va avec Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs n'est pas reçue comme lui. Les Chinois... Oui, les Chinois, c'est un peu plus civilisé. Ils reçoivent des chefs d'État. Elle est ni chef et il n'y a pas d'État. Voilà. Mais nous créons la confusion quand, allant au nom de la France en Chine, Emmanuel Macron y va avec Ursula von der Leyen. Donc, qui est ce nous? Il n'y a pas de réponse à la question que tu poses
tant que nous ne pourrons pas dire qui nous sommes. Hein, pour reprendre la question de Huntington d'ailleurs. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc il y a le désir, il y a un désir de dialogue de la Chine avec le reste du monde, mais nous sommes pour le moment sous un grand point d'interrogation. Et c'est ça tout le problème, c'est ça tout notre problème. Pour arriver à construire une réponse, ma stratégie à moi, très modestement, au lieu où je suis, c'est d'interroger le regard que nous portons sur les autres, le regard que nous portons notamment sur la Chine. Parce que l'image que nous nous forgeons de la Chine parle beaucoup plus de nous-mêmes que de la Chine, et de nos propres difficultés, et de nos propres ombres, plutôt que de la Chine elle-même. Si on pouvait regarder ces difficultés-là et commencer à nous interroger sur nous-mêmes, peut-être pourrions-nous commencer de faire un pas vers une reconstruction de nous-mêmes pour ensuite pouvoir aller vers les autres. Mais j'ai bien peur qu'en attendant, il faille subir un certain effondrement et boire le calice jusqu'à la lie. C'est pas très engageant, mais ça fera une très belle transition, en tout cas. Conclusion. Oui, vers une conclusion finale qui est vraiment J'invite nos spectateurs à découvrir tes œuvres et à commencer par celui-là parce que c'est peut-être le plus accessible, Souveraineté à la chinoise. Parce que dans le monde qui va venir, qui de toute façon sera un monde uni mais divers. C'est déjà fait. La multipolarité, c'est un projet qu'on a rajouté à un état de fait. Je pense qu'il faut la prendre comme ça. C'est-à-dire que la multipolarité s'est construite et aujourd'hui, il faut l'organiser. Mais la fin de l'unipolarité occidentale, en fait, elle était déjà actée depuis un certain temps. Il y a peut-être que les Occidentaux qui s'en doutent pas, mais seront bénis dans les temps qui arrivent les hommes qui feront le passage entre différentes aires culturelles. Et c'est tout le bien que je souhaite à tes travaux, car ils sont au niveau de cet enjeu gigantesque. Pas uniquement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis de tous, du parallèle nécessaire à la multipolarité, qui est le passage de témoins civilisationnels des uns aux autres. Parce que si la mondialisation disparaît, ce qu'elle finira par faire, la mondialité culturelle, elle restera. Et c'est elle que nous devrons, avec des hommes qui décentrent le regard, comme toi, je pense à Morgan Lotz pour l'Iran, je pense à d'autres. Par ces regards décentrés, peut-être que nous arriverons à avoir un avenir plus pacifié que le déchaînement de violence qui a été la grande mondialisation des années 80 à nos jours. Et en tout cas, c'est tout le bien que je souhaite à tes travaux, c'est de trouver leur public pour ce grand objectif. Cher Jérôme, je te remercie et je recommande encore une fois Souveraineté à la chinoise. Chers amis du Cercle Aristote, je vous dis à très bientôt et bon courage. Merci Pierre, à bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.